heureuse que vous soyez aujourd'hui au Sénat pour cette 10e journée nationale des 10. Alors je sais que vous teniez beaucoup à ce rendez-vous, Madame la Présidente, ici, dans ces lieux, puisqu'il y a 10 ans, vous avez eu une première assemblée qui a marqué, et donc au bout de 10 ans, vous vouliez faire un point d'étape, et ça nous paraissait important de le faire ici au Sénat, j'ai bien compris, et c'est aussi pour ça que je me suis investie à vos côtés. Pas seulement. Alors, l'organisation de cette journée au cœur du Parlement, 10 ans après, permet de mesurer le chemin parcouru depuis la reconnaissance des troubles 10. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité à conclure, après la ministre qui a ouvert cet après-midi vos travaux, cette journée, même si je mesure, enfin je ne suis pas décisionnaire, hein, moi je suis une accompagnatrice, je réfléchis avec vous, vous voyez, la traduction m'amène à faire des choses comme ça, je réfléchis avec vous et je mets à votre disposition mon engagement, mes différents titres, mes différentes capacités d'action. Ma présence à vos côtés témoigne vraiment de l'importance que j'accorde à la question des dysfonctionnements, hein, qu'ils soient de tous ordres, on en a eu plusieurs exemples tout à l'heure, dans la compréhension, dans la manière de s'exprimer, et plus largement la prise en compte par les pouvoirs publics de ces différentes formes d'expression et d'apprentissage. Voilà qui me ramène 15 ans en arrière, hein, j'évoquais avec ma voisine le rapport Weber-Ringard que j'avais mis en place du temps où j'étais ministre. Alors je ne suis plus ministre aujourd'hui, mais je l'ai été, et j'avais été particulièrement sensible à la souffrance que les parents d'enfants porteurs de troubles du langage, de la compréhension venaient me raconter. Et comme par ailleurs j'étais institutrice avant d'être députée et ministre, je mesurais vraiment cette difficulté et le rôle important que devaient avoir les pouvoirs publics, notamment l'éducation nationale, et j'en ai eu un témoignage tout à l'heure un peu âpre, un peu ardu, là vous en avez donné un autre, mais bon, j'ose espérer que c'était avant que les choses s'améliorent aujourd'hui et que l'éducation nationale est mieux à même aujourd'hui de comprendre, de prévenir ces troubles dès le plus jeune âge, et puis d'apporter des accompagnements, des supports, comme vous disiez tout à l'heure, qui permettent à ces enfants de donner le meilleur d'eux-mêmes, de comprendre, de s'exprimer. Et les 3 garçons que j'ai entendus tout à l'heure montrent bien qu'avec des dispositifs particuliers, avec un accompagnement particulier, avec une attention, une bienveillance, eh bien, ces personnes qui au départ étaient exclues, auraient pu rester exclues, souffrir de leur exclusion et de leur manque de compréhension au cœur de la collectivité, d'enfants, d'adolescents, puis d'adultes, eh bien, peuvent s'exprimer avec beaucoup de clarté, beaucoup de conviction, et nous faire comprendre comment ils peuvent aujourd'hui contribuer à la meilleure prise en considération et à l'amélioration des dispositifs d'accompagnement et d'apprentissage, jusqu'à la formation professionnelle, jusqu'à l'insertion professionnelle. Alors là, j'ai complètement perdu le fil de ma question. Alors c'est vrai que ces troubles étaient pendant longtemps ignorés ou qualifiés de manière absolument abrupte. J'ai entendu des choses tout à l'heure, mais je connaissais, je savais. Bon, des constats, des diagnostics de l'incapacité d'un enfant à apprendre. Dire à un enfant, il lira, votre enfant, madame, il faut comprendre, il ne lira pas. Monsieur, mais c'est souvent les mamans hein, qui se mobilisent pour... sans insulte pour les messieurs, il y en a quand même beaucoup dans l'assistance, mais en fait c'est souvent les mamans qui se mobilisent et qui déplacent des montagnes pour que leur petit soit reconnu dans ses aptitudes, dans ses compétences, dans sa manière, dans sa capacité à devenir celui qu'il peut être. Et quand vous avez les représentants de l'institution qui disent bah, écoutez, non, il n'apprendra pas à lire, voilà, il faut qu'il aille dans des parcours parallèles, les SECPA, des choses comme ça, bon ben voilà, il faut qu'il fasse une dictée avant de devenir ébéniste, bon, des choses comme ça paraissent tellement aberrantes qu'il fallait vraiment poser un
constat, une évaluation des aptitudes. Et je pense qu'on n'a pas terminé. Hein. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup témoigné les uns et les autres au sein de vos associations réunies dans la fédération de ce que souffrent vos enfants, de ce que souffrent les adultes, ceux qui deviennent adultes et qui aussi ont mis du temps avant que leurs troubles soient identifiés, reconnus. Eux-mêmes ne les identifiaient pas. Hein. Je pense que je ne choquerai pas en disant que beaucoup des personnes adultes porteurs de ces troubles de compréhension, de lecture, d'écriture, eh bien, compensent formidablement ces troubles-là avec des stratégies très ingénieuses, très efficaces pour que quelquefois leur entourage, y compris leur entourage professionnel, ne puisse pas identifier la difficulté. Vous avez évoqué ma présidence au Conseil national consultatif des personnes handicapées. On a la fédération qui a représenté, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais nous avons aussi des personnes qui sont porteurs de certains handicaps, mais en plus d'un handicap 10, et qui m'ont expliqué comment ils passent par des chemins particuliers, la tablette, les petits carnets, les choses écrites sur la main, pour pouvoir assumer un rendez-vous, un déplacement, un entretien. Et franchement, cette ingéniosité mise au service de la communication avec les autres, ça doit nous renseigner sur la capacité de la personne, de l'humain, la capacité du cerveau à s'adapter et à surmonter des difficultés. Et moi, bon, cet après-midi, j'étais à la Cité des Sciences pour la fête de la science. Et il y a des communications aujourd'hui qui sont faites sur la recherche sur le cerveau. Hein. Je vais rapidement. On a découvert aujourd'hui que le cerveau se régénérait. Hein. Il n'y a pas longtemps, on pensait qu'on avait des neurones à la naissance et que les neurones ils s'épuisaient au fil de notre croissance et que, bon, voilà. Or, aujourd'hui, nous savons qu'effectivement, on consomme des neurones, mais on en reproduit. Et donc, il y a une régénérescence qui fait que tout est possible. Et des personnes qui étaient cérébro-lésées, on les mettait au repos parce qu'il ne fallait pas les fatiguer. Maintenant, on constate, on considère, on préconise de les stimuler pour que d'autres parties du cerveau puissent prendre la relève et puis développer des compétences. Et je pense que ces recherches, ces découvertes sur les capacités du cerveau vont nous permettre aussi, dans les années à venir, de mieux comprendre ce qui se passe dans les difficultés de communication, d'appréhension, de transmission, et que vraisemblablement, nous aurons encore des progrès qui seront liés aux fruits de la recherche, aux fruits de la science. Mais d'ores et déjà, je crois que ce que vous avez obtenu, ce que vous obtenez encore par l'expertise que vous avez vous-même de la connaissance du problème, qui est quand même très diversifiée, parce que vous êtes réunis dans une fédération. La fédération, elle représente différentes formes de ce handicap de communication et d'apprentissage. Et donc cette diversité, eh bien, il est important qu'elle puisse être portée par des experts du quotidien, des experts de la vie, de l'évolution des enfants qui en sont porteurs. Donc nous avons beaucoup avancé, mais beaucoup reste à faire pour garantir la participation sociale des personnes qui sont porteuses de cette différence. Et je pense que on doit gagner encore des parts de compréhension, des parts de participation, et c'est un des rôles que je me suis assigné dans le cadre de la présidence du CNCPH. Et bon, j'ai souhaité être renforcée dans ma présence et dans mon travail par des vice-présidents. Et je tiens à signaler la présence de Diane Cabois, qui est au CNCPH représentante de la Fédération des 10 et qui est maintenant vice-présidente
du CNCPH, et donc qui représente le CNCPH dans les différentes instances, de manière à ce que, à nous 5, la présidente, les 4 vice-présidents, on puisse être présents dans toutes les instances où on nous demande d'être présents pour porter la parole, la représentation, la reconnaissance des personnes avec handicap, quels qu'ils soient, pour bien témoigner que chacun doit avoir sa place dans la société, dans la représentation, et que chacun peut apporter sa contribution. Donc c'est notre engagement. Et puis par ailleurs, Diane est en charge de la coordination de tout ce qui concerne l'éducation et la réflexion institutionnelle de notre conseil avec l'élaboration d'un règlement intérieur qui nous permettra d'être encore plus efficace auprès des administrations qui avaient un petit peu l'habitude de considérer le CNCPH comme une instance de raisonnement comme ça, mais bon, comme l'avis est facultatif, avis positif, avis favorable avec ou sans réserve, bon, non, là nous voulons vraiment être plus efficaces, et vraiment je remercie l'ensemble des personnes qui fortifie notre capacité à exister et à être une force d'appui pour les pouvoirs publics. Alors, vous êtes au Sénat. Pourquoi? Bon, je l'ai dit en début de mon intervention, parce que c'était important pour vous, et puis que nous avons une histoire commune, et que, comme je suis sénatrice, eh bien, ça m'était quand même, c'était à portée de main de réserver cette salle. Mais en même temps, c'est aussi parce que, en tant que sénatrice, je suis très très attachée à faire en sorte que la parole, la présence, la considération des personnes avec handicap soit maintenant reconnue dans tous les moments législatifs de notre Parlement. Parce que, évidemment, on pourrait considérer, beaucoup de personnes aussi, comme le considèrent des parlementaires, des institutions, des pouvoirs publics, que la loi de 2005 aurait tout réglé. Or, la loi de 2005, de mon point de vue, c'est une étape. On a eu les lois de 1975, on a eu la loi de 2005, mais la loi de 2005, il faut la faire vivre. Et moi, je me suis fixé comme objectif maintenant, en tant que parlementaire, de faire en sorte que nous mettions en œuvre la loi de 2005 dans toutes les lois d'ordre général. Et c'est comme ça que, progressivement, je me suis fait reconnaître comme le défenseur des personnes avec handicap. D'abord dans la loi numérique, et tout à l'heure j'entendais, c'est vous qui parliez, je crois, de l'accès aux différentes plateformes de communication, aux différents outils. Non, c'est pas vous, je me suis trompée, peu importe, je l'ai entendu. Et je crois que c'est important que dans la mise en œuvre du progrès technique auquel nous sommes confrontés, qui bénéficie à tout le monde, ça bénéficie également aux personnes avec handicap. Parce qu'il serait inconcevable que l'avènement de l'ère numérique, la digitalisation de nos services, exclut encore plus les personnes avec handicap. Donc, dans la loi, eh bien, après avoir bataillé un certain nombre de fois, avec les ministères aussi, eh bien, nous avons réussi à introduire que toutes les plateformes de communication, tous les sites internet des ministères, avant que ce soit généralisé dans le privé, eh bien, puissent être accessibles à toute personne, quel que soit le déficit de compréhension. Alors évidemment, quand on pense à ça, on pense aux personnes sourdes et aveugles, mais il y a aussi les déficits cognitifs, les déficits de parole, et donc là, alors ça ne va pas se faire en un jour, hein, bien sûr, mais la loi prévoit un délai de 10 ans. Alors 10 ans pour des personnes qui attendent, je mesure que c'est long, mais 10 ans pour des administrations, pour des services, pour des industries qui doivent changer leur paradigme de production, je pense que c'est une bonne mesure et que d'ici quelque temps, eh bien, la communication pourra être vraiment fluide entre tout le monde. C'est-à-dire qu'une personne avec des troubles cognitifs ou avec des troubles sensoriels ou des troubles de compréhension et de communication, elle n'est pas seule, elle est entourée de famille, elle est entourée d'amis, et donc c'est pas rendre service uniquement à cette personne, c'est rendre service à toute la société pour que, eh bien, nous soyons vraiment dans une société inclusive qui pense que chacun a sa place et que chacun peut contribuer à la réussite de la société. Alors, ce n'est pas... Vous avez aussi agi comme ça dans la loi travail.
Là, actuellement, j'agis de cette manière-là aussi dans la loi égalité et citoyenneté, et c'est pas toujours facile parce que à certains moments, eh bien, il y a des courants de pensée, des lobbies qui se referment et qui considèrent que ça devient trop compliqué. Donc, le travail n'est pas terminé. Vous êtes dans un travail de conviction, de persuasion, mais sachez que vous avez des parlementaires qui vous accompagnent, qui vous soutiennent et qui sont dans cette même gageur, c'est-à-dire de faire avancer, de ne pas lâcher. C'est-à-dire qu'une victoire doit en préparer une autre et on n'a jamais terminé. Et c'est pas à vous que je vais dire ça parce que vous le savez bien. Donc c'est un travail de longue haleine où il faut faire preuve de pédagogie, de patience, de conviction, de bienveillance, tout en étant capable de temps en temps de se mettre en colère quand ça ne va pas assez vite ou quand les choses se referment. Donc en cette fin de journée, je souhaite vraiment vous féliciter pour le travail que vous faites au jour le jour, pour votre capacité à stimuler, à supporter les pouvoirs publics. On l'a présenté tout à l'heure en disant les supporters, les supports, c'est pas simplement parce qu'en français, supporter, c'est un peu comme ça, mais en anglais, supporter, c'est voilà. Donc on l'a vu comme ça, on a dit c'est supporter avec conviction. Donc je vous encourage à continuer d'entraîner les pouvoirs publics à vous supporter, à vous encourager. C'est vraiment le mouvement associatif par son énergie et son expérience privilégiée avec les réalités de terrain, j'y reviens, qui a permis de mettre la question des troubles dyslexiques, dysplasiques, tout ça, au cœur du sujet. Je me souviens très bien à la fin des années 90, mais ça vaut pour toutes les formes de handicap. C'est-à-dire que vraiment les associations représentatives, vous êtes au cœur du sujet, vous avez l'expertise. Et je me suis fait une remarque tout à l'heure que j'ai partagée avec ma voisine quand j'ai vu ces trois jeunes gens là qui s'exprimaient. Eh bien aujourd'hui, les parents, vous pouvez être tranquilles, vous avez la relève qui s'assure parce que vos enfants ont été éduqués, ils ont fait tomber des barrières, ils ont réussi à gagner en compétences, ils peuvent s'exprimer et ils ont envie maintenant de s'exprimer à titre personnel et à part entière. Et ça, je pense que c'est vraiment l'évolution du XXIe siècle. C'est-à-dire que les personnes handicapées, elles ont vocation maintenant à être représentées par elles-mêmes et pas simplement par leur famille ou leurs amis, qui doivent rester en soutien, qui doivent rester à côté, mais il faut laisser la parole à ceux pour qui vous avez lutté, pour qu'ils soient des citoyens à part entière. Donc voilà, je suis fière de pouvoir parler devant vous, même si c'était un petit peu décousu, et je suis vraiment fière du travail que nous pouvons faire avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées, stimulé par votre engagement, par votre expertise, et je suis convaincue que nous sommes encore à la veille de progrès qui vont nous donner satisfaction. En tout cas, soyez assurés de mon engagement, de ma détermination. Ma fidélité, elle n'est pas approuvée, ça fait presque 20 ans maintenant. Donc on va continuer encore pendant quelques années à cheminer ensemble. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, un bon week-end et bon retour.